Le président russe Vladimir Poutine ne pouvait que s'asseoir et regarder l'Ukraine utiliser l'un des avions de chasse que son propre pays a créé pour riposter à son régime. Un Mikoyan. 29 Ukrainiens vient d'envoyer une bombe directement à travers la porte d'un bunker, éliminant plusieurs dirigeants russes dans une frappe précise que ni eux ni Poutine n'ont vu venir. Cela n'aurait jamais dû se produire. La Russie aurait dû contrôler le ciel et empêcher l'Ukraine d'utiliser ses Mikoyan 29 dépassés pour causer des dommages sérieux. Mais Poutine a échoué, et il est maintenant confronté à une menace continue de Mikoyan 29, à laquelle il n'a pas de réponse. Le 31 mars, le correspondant de guerre de Forbes, David Axe, a rapporté que l'Ukraine venait de réussir l'impossible. L'objectif de l'Ukraine était un bunker de commandement de la défense aérienne désaffecté situé dans l'oblast de Koursan, une cible clé pour Poutine depuis qu'il a lancé son invasion. La Russie a d'abord réussi à envahir la région, prenant le contrôle de Kherson, première grande ville occupée. Mais, en novembre 2022, une contre-attaque ukrainienne avait repoussé les forces de Vladimir hors de la ville. La Russie se bat-elle toujours pour reprendre Kherson ? Ses troupes sont stationnées dans de plus petites agglomérations entourant la ville, avec Poutine bombardant régulièrement Kherson, dans un effort pour reprendre la ville. Ce qui nous ramène au bunker de commandement. Anciennement sous contrôle ukrainien, le bunker a été repris par les troupes russes, un gros coup pour l'Ukraine à absorber. Ce bunker de commandement particulier était autrefois associé à une batterie de missiles S-300 ukrainiens, sur laquelle le pays comptait pour abattre les menaces aériennes entrantes. Maintenant, il était sous contrôle russe et pourrait servir le même objectif pour les forces de Poutine. La Russie devait croire la base sécurisée. Non seulement elle était souterraine et probablement dotée de portes fortifiées, selon Axe, mais elle était équipée de tout ce dont la Russie avait besoin pour mettre en place ses propres défenses aériennes. Le plan de Poutine était simple, utiliser la base de Kherson pour protéger ses forces des frappes aériennes ukrainiennes. Ces forces pourraient alors continuer à exercer une pression sur la ville de Kherson elle-même, conduisant finalement à ce que la Russie contrôle toute la région. Le plan aurait réussi sans un imprévu. L'Ukraine n'allait pas laisser Poutine et ses commandants garder le contrôle de l'ancien centre de commandement S-300, en utilisant un type spécial de bombe. L'Ukraine allait frapper ce bunker et envoyer une bombe directement à travers sa porte, décimant tout et n'importe qui se trouvait à l'intérieur. Cela semble être un exploit impossible, mais l'Ukraine vient de le réaliser. En utilisant un avion de chasse, Mikoyan 29 modifié qui a été spécialement préparé pour le bombardement de précision. En utilisant une conception d'armes aux États-Unis, l'Ukraine vient de décimer le bunker que Poutine pensait être un refuge sûr pour ses commandants. Avec cette attaque, l'Ukraine vient de détruire l'un des principaux quartiers généraux de Koursan en Russie, laissant sans leader les régiments et brigades russes responsables des attaques sur les îles du large fleuve Dnipro. Un blogueur militaire ukrainien a décrit le résultat de cette frappe incroyable. Le blogueur a déclaré que l'attaque a réduit le corps des officiers de haut rang, ainsi que l'équipement. De telles frappes privent les forces ennemies d'un contrôle clair et démoralisent également de manière significative l'unité militaire. Le blogueur a conclu de manière glaçante. Sans leadership, pas d'atterrissage sur l'île. Alors, comment exactement l'Ukraine a-t-elle réussi à envoyer une bombe directement à travers la porte d'un bunker militaire hautement protégé ? Après tout, la frappe n'aurait pas dû être possible avec le MiG-29, connommé Fulcrum par l'OTAN. Le Mikoyan 29 est un avion de chasse de l'ère soviétique introduit pour la première fois dans l'armée russe au milieu des années 70. Il a été conçu à l'origine pour faire contrepoids au tout nouveau F-16 américain. La Russie s'étant spécifiquement concentrée sur la réalisation de jets plus manœuvrables que leurs homologues américains, on peut dire que la Russie a réussi. Elle a créé un avion de chasse, capable d'atteindre une vitesse maximale de 1519 mph et ayant une portée de vol de juste un peu plus de 1800 miles. Le jet était léger, rapide et rempli d'armes qui en faisaient une menace évidente pour tout ce que les États-Unis pourraient déployer dans le ciel. C'est grâce au Mikoyan 29 équipé de 7 points durs d'armement externe. Ces points durs ont permis à la Russie de rendre le Mikoyan 29 étonnamment polyvalent. Selon Air Force Technology, la version de base du chasseur peut emporter jusqu'à 2 missiles à moyenne portée R-27 qui sont utilisés lors des combats aériens, avec d'autres jets de combat. Il peut également transporter jusqu'à 6 missiles R-60 et R-73 qui sont également utilisés dans les combats aériens, mais ont des portées plus courtes que le R-27. Ajoutez un canon d'avion de 30 mm avec 150 tours de munitions et des roquettes non guidées, y compris le S-5, le S-8 et le S-24.
Ajoutez cela au mélange, et vous obtenez un combattant qui pourrait sérieusement endommager d'autres actifs aériens pendant la guerre froide, et qui reste menaçant aujourd'hui. Oh! Et la Russie pourrait aussi charger le MiG-29, avec des bombes aériennes, pesant jusqu'à 6613 livres, qu'elle a larguées sur des cibles au sol. Mais ce n'était pas l'une de ces énormes bombes que l'Ukraine a utilisées pour décimer le bunker de Koursan. Aussi puissantes que puissent être ces bombes de l'époque soviétique, elles sont non guidées, et ne pourraient pas être utilisées dans une sorte de frappe précise. C'est plutôt une question de les larguer sur l'emplacement général d'une cible, tout en comptant sur leur force explosive pour faire autant de dégâts que possible. Si l'Ukraine tentait de cibler le bunker de Koursan avec ses bombes, elle toucherait au mieux le toit du bunker. Cela pourrait endommager la structure. Cependant, la frappe n'aurait pas suffi à éliminer les officiers russes. L'Ukraine avait besoin d'un type de bombe différent, et les États-Unis l'ont fourni, la bombe plane Guided Bomb Unit 62. Le concept de bombe planante est devenu proéminent lors des premières étapes de 2024. Et la Russie a trouvé un moyen de transformer ses anciennes bombes fab en armes beaucoup plus mortelles. En mai 2024, la British Broadcasting Corporation a rapporté sur ces nouvelles bombes planantes russes dévastatrices, notant que la Russie utilisait des kits d'ailes spéciaux pour créer les armes. Ces kits, qui coûtent entre 20 000 $ et 30 000 $, étaient attachés aux bombes FAB, permettant de les lancer depuis l'arrière des lignes de front pour qu'ils planent vers leur cible. Les bombes russes ne sont pas très précises, car elles n'en ont pas besoin. Poutine dispose de milliers de bombes FAB, lui permettant de bombarder les villes ukrainiennes et les positions défensives en toute impunité. Rien qu'en mars 2024, la Russie a lancé 3000 de ces bombes planantes sur cadre sur l'Ukraine, la Russie s'installant plus tard dans une routine où elle utilisait plusieurs centaines d'entre elles par semaine pour pilonner les grandes villités ukrainiennes. Cependant, les bombes planantes n'étaient pas un concept uniquement russe, elles ont été utilisées dès la Seconde Guerre mondiale. Malgré les attaques russes incessantes, l'Ukraine possédait ses propres bombes planantes, bien qu'elle ne puisse pas les exploiter pleinement. Entrée aux États-Unis et sa munition d'attaque directe conjointe, ou Joint Direct Attack Munition. Comme le kit d'ailes que la Russie utilise pour créer ses bombes planantes, le Joint Direct Attack Munition permet aux États-Unis de convertir des bombes précédemment réalisées en armes guidées de précision qui peuvent y frapper presque n'importe quelle cible. La différence entre le Joint Direct Attack Munition et les kits de planage de la Russie réside dans la navigation. Un Joint Direct Attack Munition est équipé d'un système de guidage qui, combiné à un récepteur Global Positioning System, assure que les bombes sont beaucoup plus précises que celles que la Russie a dans son arsenal. L'Ukraine a reçu des bombes, équipées de Joint Direct Attack Munition. Plus précisément, elle dispose d'un stock de Guided Bomb Unit 62, qui peut peser soit 500 soit 2000 livres, selon la bombe stupide utilisée, et a une portée d'environ 46 miles lorsqu'il est au lancer d'une hauteur de 35 000 pieds. Aussi connu sous le nom de JDAMA, le Guided Bomb Unit 62 a été déployé pour la première fois par l'armée de l'air ukrainienne en août 2024, avec l'aide d'un programme de personnalisation dirigé par les États-Unis, qui a transformé les Mikoyan 29S de l'Ukraine en jets de combat capables de lancer la bombe. Selon David Axe, le GBU-62, un 62, une bombe de fabrication américaine, est présent uniquement en Ukraine. Il note que l'ancien président américain Joe Biden a dirigé l'effort pour convertir les anciens jets de combat Mikoyan et Sukhoi de l'Ukraine, afin qu'ils soient capables de lancer les bombes, notant que les États-Unis attachent généralement leurs kits Joint Direct Attack Munition à des bombes de petit diamètre, ou Small Diameter Bombs. Cela fait du Guided Bomb Unit 62 un tueur bon marché. Chaque bombe coûte seulement 50 000 $ à fabriquer, avec les systèmes de guidage intelligents du Joint Direct Attack Munition, ce qui rend les bombes aussi précises qu'un missile balistique russe Iskander. Ces missiles russes coûtent 3 millions chacun à construire. Avec le Guided Bomb Unit 62, l'Ukraine peut causer autant de dégâts pour un 60e du coup. C'est grâce à cette bombe ingénieuse que l'Ukraine a pu frapper le bunker de communication de Kherson. Axe souligne à quel point cet exploit était impressionnant. Lorsque le Kremlin a voulu éliminer un quartier général ukrainien dans un bunker enterré à Kharkiv aux premières heures de la guerre plus large, il y a 3 ans, il a d'abord localisé le quartier général construit par les soviétiques dans des archives longtemps oubliées, puis a visé un Iskander dessus. Axe dit que l'Ukraine a reproduit l'exploit, avec un petit drone de surveillance, un seul vieux combattant et une bombe de précision bricolée. La mauvaise nouvelle pour la Russie est que l'Ukraine peut continuer à produire ses JDAM, voire pire.
Cette attaque Mikoyan 29 à Kherson n'est que le début d'une nouvelle campagne aérienne qui menace de laisser beaucoup plus de bases de Poutine en lambeaux. Axe laisse entrevoir les événements à venir. Il est probable que chacun des environ 100 avions de combat dans l'inventaire ukrainien, un mélange éclectique de Mikoyan et de Sukhoi ex-soviétiques, ex-danois et ex-néerlandais, Lockheed Martin F-16S et ex-Dassault français. Le Mirage 2000S est équipé pour le bombardement de précision avec des bombes à glissement guidé par satellite et à navigation inertielle. Autrement dit, le Mikoyan 29 utilisé par l'Ukraine pour détruire le bunker de Kherson n'est pas un incident isolé. L'Ukraine en a plusieurs autres, ainsi que d'autres jets de combat capables de larguer des GBU-62. Bien sûr, la Russie conserve l'avantage en ce qui concerne le volume pur d'aéronefs. Elle dispose de 833 chasseurs en comparaison aux 7200 que l'Ukraine est capable de déployer. Poutine a utilisé ces chiffres à son avantage pendant une grande partie de son invasion. Et bien qu'il n'ait pas réussi à établir une supériorité aérienne sur l'Ukraine au sens traditionnel du terme, ces vastes quantités d'avions donnent à Poutine de nombreuses options lorsqu'il s'agit de lancer ses propres bombes planantes sur des cibles ukrainiennes. Le défi de Poutine est que la quantité pourrait ne pas être le facteur décisif qu'il pense. Axe souligne que l'Ukraine et la Russie utilisent toutes deux des techniques de brouillage pour dérouter les munitions guidées de leurs adversaires en bloquant les radios satellites dont ils ont besoin pour la ciblage. Néanmoins, l'Ukraine s'est montrée bien plus performante que la Russie à ce niveau, devenant si bon pour brouiller les bombes planantes de la Russie, qu'un des pilotes de Poutine dit que seulement 1 sur 16 des bombes de la Russie atteint maintenant sa cible. En revanche, les bombes équipées de Joint Direct Attack munitions, que l'Ukraine utilise, bien qu'elles soient toujours vulnérables au brouillage par satellite, disposent d'un système de guidage de secours supérieur sous la forme de systèmes inertiels qui calculent la position d'une munition à l'aide d'accéléromètres précis, selon Axe. La Russie dépense donc plus, tant en termes d'argent qu'en termes de perte de munitions, sur ces attaques à bombes planantes que l'Ukraine. Comme le montre la frappe sur le bunker à Kherson, l'Ukraine peut atteindre des cibles avec une précision nettement supérieure à celle de la Russie. Maintenant que la plupart des avions de l'Ukraine sont capables de tirer des Guided Bomb Units, 62, Poutine devra faire face à davantage d'attaques contre ce qu'il considère comme les positions russes les mieux protégées en Ukraine. Ces attaques ont en réalité déjà débuté. Au cours des dernières semaines, l'Ukraine a mené plusieurs raids aériens réussis contre des cibles russes. Ils n'impliquent pas tous des avions de chasse et des Guided Bomb Unit 62. L'Ukraine combine sa nouvelle puissance de bombardement aérien avec des frappes de drones pour réduire les positions de Poutine, à l'intérieur de l'Ukraine et sur son propre territoire, comme c'est souvent le cas. Prenez l'attaque de l'Ukraine le 27 mars sur un poste frontière russe. Le Kyiv Independent rapporte que l'armée de l'air ukrainienne a frappé le poste frontière de Pogar, qui mène à l'oblast de Briansk en Russie, lors d'une frappe qui a tué des dizaines de soldats de Poutine et détruit une partie de son infrastructure militaire. L'attaque est survenue en réponse à l'enregistrement par l'armée ukrainienne d'une activité de drone près du poste de contrôle, que l'Ukraine pensait pouvoir menacer l'oblast de Sumy et sa position affaiblie à Koursk. L'état-major ukrainien a confirmé que la frappe avait tué entre 15 et 40 soldats russes, ajoutant « À la suite de l'attaque, l'infrastructure militaire du poste de contrôle a été détruite, ainsi que les moyens de communication et de guerre électronique, ainsi que les systèmes de surveillance vidéo et d'autres moyens techniques. » L'Ukraine a également condamné ce qu'elle a appelé les actions cyniques de la Russie lorsqu'il s'agit d'utiliser ses drones pour cibler les infrastructures civiles afin de tuer des civils pacifiques. Et juste quelques jours auparavant, l'Ukraine a également lancé une attaque aérienne réussie contre plusieurs installations gazières russes. En mars, le Kyiv Independent a annoncé que des drones ukrainiens à longue portée avaient frappé une paire de stations de compression de gaz, ainsi qu'un entrepôt. La Russie utilise pour stocker ses missiles pour ses systèmes de défense aérienne S-300 et S-400. Les frappes sur les compresseurs de gaz ont eu lieu dans les oblasts russes de Saratov et Tambov, tandis que l'attaque sur le dépôt de munitions a eu lieu à Belgorod. Le service de sécurité de l'Ukraine, également connu sous le nom de service de sécurité de l'Ukraine, a mené les frappes. Une source anonyme a déclaré que le service de sécurité de l'Ukraine a mené une autre opération spéciale réussie sur le territoire ennemi, causant des dommages significatifs au budget de la Russie et réduisant sa capacité à financer et à soutenir la guerre. Non seulement Poutine est maintenant contraint de faire face à des frappes de drones sur les points de contrôle et aux bombes de démolition de bunkers étonnamment précises de l'Ukraine,
mais il ne peut même pas compter sur ses défenses aériennes pour abattre les drones qui attaquent le territoire russe. Et Vladimir va également devoir se préoccuper de la transformation de la flotte croissante de F-16 de l'Ukraine en une force d'attaque plutôt que prévu. C'est selon Newsweek, qui a rapporté le 27 mars que l'Ukraine a commencé à utiliser ses avions de chasse fabriqués aux États-Unis pour lancer des attaques au sol sur des cibles russes. C'est un changement majeur dans l'utilisation des F-16S par l'Ukraine. Lorsque le premier lot de ces jets est arrivé dans le pays en août 2024, l'Ukraine s'est concentrée sur leur utilisation pour la défense. Ils ont connu un succès presque immédiat, et dès le 27 août, les premiers rapports indiquaient que les F-16 de l'Ukraine avaient intercepté des missiles russes entrants. Le 11 décembre, l'Ukraine a détruit 11 missiles à l'aide de ses F-16S lors d'une seule bataille aérienne, alors que janvier apportait la nouvelle qu'un pilote avait réussi à abattre 6 missiles de croisière russes lors d'une seule mission. L'Ukraine a déployé ses F-16 pour que Poutine gère la situation. Ce n'est pas idéal car il veut que le plus grand nombre possible de ces missiles atteignent leur cible. Cependant, l'utilisation des F-16S par l'Ukraine pour la défense signifie qu'ils ne les utilisent pas pour passer à l'attaque. Sauf qu'ils le font maintenant. Dans une interview, un pilote ukrainien anonyme déclare que les pilotes ukrainiens opérant des jets de combat occidentaux ont montré d'excellents résultats dans des missions de combat contre des cibles aériennes et terrestres. Et pire encore pour le leader russe, l'Ukraine utilise les mêmes types d'armes qu'elle a utilisées pour Kursk pour détruire le bunker de Kherson. Les F-16 ukrainiens sont équipés de bombes de haute précision, notamment des Small Diameter Bombs et des bombes planantes, JDAMA, selon le pilote. Si nous le voulons, notre bombe peut voler dans la fenêtre de quelqu'un. Le pilote ne réalisait peut-être pas sa précision, mais l'Ukraine vient de le confirmer en attaquant le centre de commandement à Kherson. Alors, que signifie vraiment le succès de l'attaque de l'Ukraine à Kherson pour Poutine et l'avenir de la guerre en Ukraine? Une réponse vient du fleuve Dnipro. Depuis début mars, la Russie tente de prendre pied sur les îles qui bordent ce fleuve. Selon le Guardian, il s'agit d'une manœuvre pour avoir plus de poids lors des futures négociations de paix ou de cessez-le-feu. Le gouverneur de Kherson, Oleksandr Prokoudine, dit que les troupes russes essaient de traverser le fleuve à 4 endroits. Chaque jour, ils essaient de traverser, dit Prokoudine. Selon nos renseignements, le commandant adjoint russe aurait ordonné à ses troupes dans la région de traverser la rivière coûte que coûte. Cependant, certains soldats ne sont pas prêts à le faire. Peu importe si ces soldats meurent. Poutine veut accéder à plus de Kherson via le fleuve Dnipro, et il est prêt à sacrifier ses soldats pour l'obtenir. Prokoudien dit que le taux de perte de la Russie dans la région est déjà élevé. Et maintenant qu'un Mikoyan, 29 Ukrainiens, a décimé l'un des centres de commandement souterrains de la Russie, les assauts de la Russie sur Dnipro vont être encore moins réussis. Ses commandants ont été éliminés. Maintenant, Poutine ne peut compter que sur l'envoi de vagues humaines à la rivière, que les forces ukrainiennes vont abattre. Au-delà de cette question régionale, il y a aussi le gain aérien croissant de l'Ukraine. Nous pouvons le voir à partir de l'attaque du Mikoyan 29 et d'autres frappes récentes. Cependant, la réalité à laquelle Poutine doit faire face est que l'escalade aérienne de l'Ukraine se poursuit depuis au moins janvier 2025, selon le Conseil de l'Atlantique. Et l'Ukraine frappe de plus en plus profondément en Russie, réussissant des frappes avec des drones et des missiles à longue portée à des distances allant jusqu'à 620 miles. La frappe a souligné la capacité croissante de l'Ukraine à mener des bombardements à longue portée contre des cibles russes de grande valeur, selon le Conseil de l'Atlantique. Bien sûr, la Russie parle rarement des dégâts que ces attaques causent. Elle parle généralement d'abattre des drones et des missiles dans le ciel, les incendies ou explosions étant le résultat de débris de drones détruits. Cela atteint à peine la cible visée par l'Ukraine. Mais en privé, Poutine doit être inquiet de cette escalade aérienne. L'Ukraine ne cherche pas seulement à éliminer les cibles russes depuis le ciel, elle y parvient régulièrement. La frappe du Mikoyan 29 à Kherson démontre également que l'Ukraine devient de plus en plus confiante et capable d'utiliser ses avions de chasse pour causer de sérieux dommages à l'infrastructure et à l'armée de Poutine. Poutine était peut-être satisfait de l'échec à établir une supériorité aérienne en Ukraine, car il pouvait toujours lancer des bombes planantes et mener des attaques aériennes depuis l'arrière des lignes de front. Mais désormais, l'Ukraine ne se contente pas de répliquer, elle lance des assauts plus ciblés. La frappe sur Kherson soulage la pression sur l'Ukraine dans une zone clé de la guerre actuelle. Et Poutine doit maintenant se demander où ou quoi l'Ukraine frappera ensuite. Où pensez-vous que sera la prochaine grande frappe aérienne ukrainienne ?
Et que pensez-vous de la nouvelle capacité de l'Ukraine à utiliser ses avions de chasse Mikoyan 29 pour lancer des raids précis contre les positions défensives bien ancrées de la Russie? Partagez vos opinions avec nous dans la section des commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de mises à jour sur l'évolution de la stratégie aérienne de l'Ukraine. Nous sommes une source indépendante d'informations précises et à jour sur les conflits militaires à travers le monde, et nous apprécions grandement votre soutien.